Bonjour, donc je vais vous parler du virus Toscana. Ce n'est pas vraiment d'actualité, mais si vous avez un peu de mémoire, peut-être qu'au mois de juin, quand ça va commencer à devenir d'actualité, vous aurez quelques souvenirs. Donc, rapidement, ce virus Toscana, c'est... On a connu plus long time. Donc c'est un virus qui appartient au genre phlébovirus. C'est un virus enveloppé, là vous voyez une photo, donc c'est un virus enveloppé d'une taille de 80 à 120 nanomètres. Il n'est pas distinguable de tous les virus du groupe phlébovirus, bugnaviridés, etc. C'est un virus qui a un génome à 3 segments d'ARN simple brun, voilà, et qui va en fait coder pour principalement 3 protéines. Le segment S va coder pour la nucléocapside, qui va entourer les segments et qui va faire la coque du virus. Les glycoprotéines, qui sont les protéines d'enveloppe qui sont reconnues par le système immunitaire, donc c'est les protéines antigéniques, et la polymérase, qui sert en fait à répliquer le virus. Donc ce virus, il est transmis par un insecte, mais cet insecte, ce n'est pas un moustique, ce n'est pas une tique, c'est un phlébotome. Donc vous voyez, ça c'est un phlébotome, une femelle phlébotome gorgée. Donc comme pour les moustiques, il n'y a que les femelles phlébotomes qui piquent. Donc là, il est très grossi, puisqu'un phlébotome de taille normale, ça fait le tiers de la taille d'un moustique. Ça a un vol totalement silencieux, et ça a une piqûre qui passe totalement inaperçue au moment de la piqûre. Par contre, c'est douloureux après, et vous ne savez pas par quoi vous avez été piqué. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nuisible. Vous n'allez pas avoir de nuisance en disant « je suis entouré de plein de phlébotomes, je me fais piquer », comme c'est le cas avec des culex ou avec des Aedes. Cet insecte, en plus de transmettre le virus Toscana, il transmet la leishmaniose, qui est plus connue, en tout cas dans le monde vétérinaire, mais aussi en pathologie humaine, que l'infection par le virus Toscana. Donc en fait, ces phlébotomes, vous voyez, c'est un immense groupe d'insectes dans lequel il y a plus de 800 espèces. Alors il y en a qui sont spécifiques, qui sont géographiquement sectorisés, puisque les phlébotomes de l'Ancien Monde et les phlébotomes du Nouveau Monde, des Amériques, du Nord et du Sud, ne sont pas les mêmes espèces. C'est des espèces et des genres complètement différents. Et donc, mais par contre, ils ont à peu près les mêmes habitats. Et vous voyez que ça vit pas du tout dans un c'est pas comme un moustique, culex ou Aedes, ça n'a pas besoin d'eau globalement, ça a besoin par contre de crottin, de matière organique. En général, c'est les déjections des petits animaux, lapins, etc., ou des chevaux, les vaches, les chèvres, etc. Donc c'est un phlébotome, c'est un vecteur qu'on va trouver plutôt dans un environnement, on va dire, un peu rural ou périurbain, avec des lieux comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit grand, hein, ça peut être au fond d'un petit jardin. Vous avez un petit cabanon avec un lapin ou des animaux sauvages qui viennent nicher, et vous pouvez avoir des phlébotomes. Donc vous voyez que la distribution de ces phlébotomes dans l'Ancien Monde, elle est assez importante. Alors vous voyez toutes les zones en rouge. En fait, c'est 4 espèces différentes qui sont capables de transmettre Toscana. En fait, au départ, on pensait que seuls les 2 panneaux là pouvaient transmettre Toscana. Et en fait, on se rend compte maintenant, par de nouvelles études, qu'il y a aussi 2 autres espèces, Neglectus et Sergentii, et même une 3e qui est Toby, qui peut aussi. Donc vous voyez, si on regroupe tout ça, finalement, on a tout le bassin méditerranéen dans lequel il y a le vecteur qui est présent. Ça ne veut pas dire que le virus est présent, mais le vecteur. On verra après pour le virus. Donc, le virus dont on va parler, c'est un cousin de ces 2 virus, Sandfly Fever Sicilian et Sandfly Fever Naples. Ils ont été appelés Sicilian et Naples parce qu'ils ont été découverts au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu le débarquement en Italie des troupes américaines, et où les troupes américaines sont tombées malades. Donc au départ, on pensait que c'était la malaria. En fait, ils sont tombés malades et ils ont eu des syndromes incapacitants pendant 3-4 jours. Ça s'appelle aussi la fièvre de 3 jours. Et on s'est rendu compte, en fait c'est Sabin qui s'en est rendu compte, qui a analysé du sang de ces patients. Il a isolé 2 virus. Au départ, il pensait que c'était les mêmes. Et donc, en fait, ces 2 virus donnent strictement les mêmes signes cliniques. Hein, c'est une fièvre incapacitante qui va durer entre 3 et 5 jours. Et ces 2 virus sont transmis par le même vecteur, qui à l'époque était totalement endémique dans cette région, qui est Phlebotomus papathasi, qui maintenant a plus ou moins disparu. Donc, les premières données qu'on a sur ce
sur ces virus-là qui donnent des fièvres à phlébotomes. Vous voyez, c'est des données de guerre parce qu'en fait, ça rend malade des bataillons, des armées qui sont constitués de soldats qui viennent dans une zone dans laquelle ils n'ont jamais été exposés à ce virus-là. Donc c'est vraiment la littérature militaire, et vous voyez que là, on ne savait pas encore à quoi c'était dû, mais par contre, la fièvre à phlébotomes avait été identifiée, il y avait des phlébotomes, et les soldats tombaient malades, donc 1910, 1915, etc. Les premières données sont même pendant la guerre de 70. Donc, bien entendu, le virus n'avait pas été identifié, mais ils avaient identifié qu'il y avait un problème associé au phlébotomes. Alors en 1971, on découvre un autre virus, qui est le virus Toscana, qui est donc un cousin des deux précédents, et il est découvert totalement par hasard par Paola Verani, qui fait elle capture des phlébotomes en Italie, elle les écrabouille, elle isole un virus dedans, qu'elle appelle Toscana parce qu'elle l'a trouvé en Toscane. Et vous voyez qu'entre le moment où il est isolé, 1971, et le premier cas humain rapporté, il s'est écoulé 16 ans. Donc pendant 16 ans, ce virus, il a été considéré comme un virus de plus dans un catalogue, mais il n'y avait aucun lien avec une maladie humaine. En 1987, il y a le premier cas qui est rapporté chez un patient qui revient d'Italie. C'est chez un voyageur. Alors, c'est quasiment au même moment. Il y en a un qui revient d'Italie en Suède et l'autre qui revient aux États-Unis. Et donc, ils identifient pour la première fois ce virus comme étant un virus capable de donner des méningites, ce qui n'est pas le cas des deux autres, des méningites. Et vous voyez qu'après, il va y avoir des études qui vont être faites en Italie, mais que finalement, ça va prendre en gros une dizaine d'années pour que on s'aperçoive que ce virus Toscana, il est quand même la cause à l'époque, dans les fins des années 90, de 80% des méningites estivales en Italie, donc bien devant les entérovirus. Et donc on a un nouveau virus qui, lui, est transmis par 4 vecteurs différents. Vous voyez que Papathasi, ça a priori pas un vecteur, mais tout à l'heure, il n'est pas présent dans ces zones-là. C'est 4 vecteurs différents, et il donne les mêmes signes. Il peut donner une fièvre de 3 jours, mais il donne aussi des infections neuroméningées, centrales au départ, et puis plus récemment, on verra, en fait, il a une appétence très claire pour le système neuroméningé. Voilà, donc ça, on l'a déjà vu. Donc en fait, ça c'est une étude qu'on a fait récemment, on essaie de cumuler toutes les données sur les espèces de phlébotomes pour montrer que finalement, il y a des nouveaux vecteurs, qui sont ceux-là, ces deux-là, et un troisième. Et donc maintenant, on a 5 vecteurs dans la zone périméditerranéenne qui sont capables de transmettre ce virus. Et vous voyez que par rapport, ce virus, il a été identifié, alors il y a plusieurs lignages génétiques, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque pour l'instant, il n'y a pas de lien entre lignage génétique et pathologie particulière. Et vous voyez qu'au début, il était trouvé qu'en Italie, puis après, il y a eu des cas qui ont été rapportés en France et en Espagne, et puis maintenant, finalement, on a tout le pourtour méditerranéen. Les pays qui sont en gris, c'est les pays dans lesquels on n'a pas de données. Mais tous les autres pays, donc effectivement, la Libye, on n'a pas de données, l'Égypte non plus. Voilà. Donc probablement, la zone dans laquelle il circule est au moins la zone périméditerranéenne globale. Donc ça, c'est les données qu'on a vues. Donc nous, en fait, en 2004, on s'est intéressé à ce virus parce qu'on a eu une interne qui est venue, qui était dans le service de Philippe Brocchi. Deux patients, en fait, sont arrivés cet été-là et ont présenté des signes neurologiques et ils ont été identifiés. Elle a dit, mais est-ce que vous avez cherché Toscana? On n'avait jamais cherché Toscana. On l'a cherché, on l'a trouvé chez ces malades. Et puis donc, on a commencé à travailler dessus. Donc, on a fait des études de séroprévalence, montré qu'on en trouvait chez le donneur de sang, et que finalement, quand on cumulait tout ça, le Toscana, dans le sud de la France, et en Espagne aussi, il était responsable d'un nombre significatif de méningites estivales identifiées, puisqu'il y a d'un côté les entérovirus qui sont largement dedans, puis après on a les herpès virus, herpès varicelle, et puis Toscana qui est à peu près avec la même prévalence. Donc petit à petit, vous voyez que les données cliniques sont cumulées en Turquie, en Grèce, tout le pourtour méditerranéen, l'Afrique du Nord assez récemment, mais avec beaucoup de cas rapportés. Alors pour étudier un peu la clinique de ce qui donne ce virus, c'est quand même plus simple d'avoir des séries plutôt que d'avoir des case reports. Si on cumule tout ce qui est rapporté aujourd'hui, c'est 850 cas de Toscana pour lesquels il y a une documentation, même des fois des documentations qui ne sont pas très bonnes cliniquement, mais on a 850 cas rapportés dans la littérature, il y en a bien sûr beaucoup plus probablement, et il y a uniquement, vous voyez, 4 séries de cas dans lesquelles on peut, à partir de ces séries, faire déjà des
des analyses un petit peu plus poussées. Donc clairement, on voit que les signes d'encéphalite sont fréquents, hein, puisqu'il y a à peu près la moitié des cas dans lesquels il y a une méningite associée à une encéphalite, que globalement, on ne peut pas faire la distinction une infection à toscanavirus vis-à-vis des infections aux autres virus donnant des méningites ou des méningocéphalites, c'est totalement impossible cliniquement, et donc on a besoin d'avoir une documentation du laboratoire pour faire ça. Si on reprend le bilan donc, de ces manifestations cliniques, de ces 800 et quelques cas, voilà ce qu'on trouve. Donc vous voyez, c'est un virus qui donne de la fièvre, des maux de tête, une rigidité de la nuque. Ça, c'est bien sûr les formes qui sont hospitalisées. Hein. Les formes qui restent à domicile, on n'a pas d'informations. Donc on a ça qui est totalement aspécifique dans 80 à 100% des cas. Ensuite, on a des formes, manifestations oculaires, gastro-intestinales et cutanées. Si vous allez voir là-dedans, elles sont extrêmement variées, qui sont rapportées dans 40 à 80% des cas. Et puis après, on a des formes manifestations neurologiques différentes de celles-là, de méningite, qui sont rapportées dans 20 à 30% des cas. Et puis après, on a des formes atypiques qui sont rapportées dans quelques cas. Vous voyez, donc ça, c'est une espèce de listing un peu mais ça repose quand même sur un grand nombre de cas, donc on voit un peu ce que ça a comme spectre. Ce qui est important, c'est que clairement, on a un spectre de plus en plus vers des formes neurologiques périphériques, hein, que donc il faut essayer d'y penser un petit peu. Donc ça, c'est pas très... Oui, voilà, des formes comme des polyradiculopathies, des myosites, des fasciites, vous voyez, une hydrocéphalie aiguë, inflammation testiculaire, etc. Donc, je dirais qu'il faut y penser chaque fois qu'on a un patient qui présente finalement une fièvre dans une période estivale, puisque ce phlébotum circule de avril à octobre, hein, maintenant c'est de plus en plus long la période, et pour lequel on n'a pas trop d'idées, on a un peu tout cherché, on ne trouve pas, peut-être penser systématiquement un peu à Toscana. Ça, c'est des données qu'on a cumulées sur l'Afrique du Nord, parce qu'il n'y avait pas de données jusqu'en 2015 sur l'Afrique du Nord. Donc, on a fait une étude en Algérie où on a trouvé des cas, etc., avec des taux élevés de séroprévalence faits par des techniques de neutralisation, c'est-à-dire très spécifiques de ce virus-là. Et vous voyez qu'on est 30% en Algérie, 40% en Tunisie, dans certaines zones. Donc, clairement, on a une circulation qui est plus importante en Afrique du Nord que dans le sud de l'Europe. On a aussi fait des études sur des animaux, en les utilisant comme sentinelles. Ça ne rend pas les animaux malades, mais c'est des fois beaucoup plus facile d'avoir des prélèvements animaux. Donc, sur des chiens au Portugal, vous voyez, ça permet d'étendre un peu l'aire de circulation du virus, hein, que ce soit les animaux ou des hommes qui aient des anticorps neutralisants, ça prouve que le virus est bien là, qu'ils ont été infectés. Donc les Balkans, Kosovo, Croatie, etc. Tout ça, voilà. On va commencer par faire une petite étude en Corse. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une étude récente en Corse. Alors en Corse, vous voyez, quand même, il y en a une prévalence qui est beaucoup plus importante que dans le sud de la France. Sur le sud de la France, la prévalence, elle est jamais supérieure à 10%. Et là, on a globalement une prévalence d'à peu près 22 ou 23%, mais avec des zones dans lesquelles on est de l'ordre de 50%. Donc pour l'instant, c'est des données, on n'est pas allé, d'abord ça a été fait qu'une année, on n'a pas de données de confirmation sur les années suivantes. Est-ce que l'année où ces patients est-ce qu'il y a eu une épidémie? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'épidémie? Quelle est l'analyse de l'âge de ces patients? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Il y avait un nombre qui était assez modeste. Mais en tout cas, il semble que clairement, la Corse, c'est une zone à risque. C'est un hotspot pour l'hépatite E, mais c'est peut-être un hotspot aussi pour le virus Toscana. Donc, on continue à travailler dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, en fait, c'est un peu un résumé de toute la zone dans laquelle le virus est présent, a été identifié. Et là, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de cas qui étaient des cas importés, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de cas dans la zone endémique, mais ces cas, il y a aussi des cas importés, donc aux USA, en Allemagne, en Suisse de la part de Malte. Donc dès que vous êtes dans une région au Royaume-Uni, dans une région dans laquelle le virus n'est pas présent, il faut quand même y penser si vous avez un patient qui revient de cette zone-là et qui revient finalement de tout le pourtour méditerranéen. Hein, c'est plus uniquement l'Italie. Les gens y pensent en disant Toscana, machin, oui, c'est l'Italie. Enfin, vous voyez que la zone de circulation est très large et que donc pendant effectivement probablement 6 à 7 mois de l'année, il faut penser chez un voyageur à retrouver ce virus. Et d'ailleurs, les voyageurs, c'est une très bonne sentinelle pour la surveillance de ce virus. Alors voilà, globalement, les résultats, c'est que finalement, il y a au moins 250 millions de personnes qui sont exposées au virus, hein, dans le bassin méditerranéen. En France, ça représente plus de 8 millions de personnes qui sont à risque d'infection. Et donc, c'est le herbovirus le plus fréquent en France,
aujourd'hui. Et voilà.